Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, la campagne pour le service militaire volontaire s'est lancée il y a 2 semaines. Pour Bénédicte Chéron, spécialiste des armées, il y a un malentendu sur le sujet entre les attentes de la population et les besoins des armées. Elle sera dans un instant avec nous pour nous expliquer. On reviendra également sur les événements qui se passent à Minneapolis. Donald Trump, après avoir accusé les démocrates d'avoir créé le chaos, semble désormais changer de ton et de stratégie. Laure Mondeville sera dans un instant avec nous pour nous expliquer. Et puis, une grande partie de cette émission sera consacrée au sujet de la fin de vie. La loi et les propositions de loi sont au Sénat. Un Sénat qui va voter mercredi un texte remanié. Puis, la copie des sénateurs ira à nouveau à l'Assemblée nationale. On fera le point avec Agnès Leclerc. Elle suit cette question pour Le Figaro. Et puis, vous entendrez le témoignage puissant et émouvant de Clémence Pasquier. Elle est éligible à la loi de fin de vie. Elle vit avec un cancer inguérissable. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Bénédicte Chéron. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de Vue. Vous êtes spécialiste des armées, maître de conférence à l'ICP de Paris en histoire contemporaine et vous venez d'écrire ce livre, cet ouvrage qui tombe à point nommé, mobiliser, rétablir le service militaire, le grand malentendu. C'est une analyse historique et sociologique sur le sujet. On va y revenir tout au long de cette interview. Avant donc de nous parler de ce malentendu, je voudrais juste revenir avec vous sur cette campagne qui a été lancée il y a 15 jours par le ministère des Armées pour le service national militaire et volontaire. On sait, là, vous avez-vous des petites infos? Est-ce qu'il y a un engouement, pas d'engouement? Est-ce qu'il y a déjà des jeunes qui s'inscrivent à ce service militaire? Ou c'est un petit peu trop tôt pour répondre à la question, tout simplement? Je n'ai aucune information particulière. Peut-être que les armées en ont, elles, qui sont au plus près de cette question du recrutement de ces jeunes volontaires. Mais je n'ai aucune information particulière. Ce qui est certain, c'est qu'en fait, l'objectif qui est fixé pour l'année 2026 est un objectif de 3000 jeunes Français volontaires pour ce dispositif. Ouais. Et que c'est un seuil qui sera relativement facile à atteindre parce qu'il est assez bas, très raisonnable, très réaliste et en fait très ajusté aux besoins des armées et à leur capacité à accueillir ces jeunes. Oui. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que... C'est ça le sujet, entre autres. Accueillir des jeunes et les accueillir en répondant réellement à des besoins militaires, c'est-à-dire avec l'idée que ces jeunes vont accomplir des missions qui sont utiles aux armées et pas seulement venir vivre une expérience qui leur serait utile à eux-mêmes. Les accueillir, ça nécessite de l'encadrement, de la formation et les armées n'ont pas vocation à accueillir toute la jeunesse pour que tous les jeunes qu'ils souhaiteraient un peu dans le désordre vivent une expérience à titre individuel. Et là, l'encadrement, les moyens qui vont être mis en place dans ce qu'on sait, il vous semble ajustés pour accueillir ce public, justement? Ils sont ajustés pour l'instant dans la mesure où effectivement l'objectif de 3000 est très raisonnable. Malgré tout, il faut se rendre compte que ces 3000, il va falloir les sélectionner parmi les jeunes candidats qui, a priori, seraient un petit peu plus nombreux. C'est en tout cas ce qui est souhaité, pour pouvoir précisément essayer d'opérer une sélection qui soit utile aux armées. Et il va falloir, pour cela, mettre en place des modalités d'accueil et d'accompagnement qui sont un peu nouvelles. Ce qui est certain aussi, c'est que si l'objectif de monter ensuite à 10 000 pour les années suivantes, et pourquoi pas, puisque ça a été annoncé jusqu'à 40 000 et un peu plus dans les années 2030, est un objectif très ambitieux. Et tous les chiffres dont on dispose sur le volontariat, en fait, qui existait déjà dans le service militaire à partir de 1983, montrent que c'est un objectif qui sera très difficile à atteindre. Les 40 000 en question, c'est ça? Les 40 000. Oui, ça c'est très, C'est-à-dire très que ambitieux. passer les 10 000, c'est très ambitieux. On peut espérer monter à 20 000. Mais en fait, les systèmes de volontariat ont atteint parfois les 15 000, 20 000 jeunes volontaires dans les années 80 et 90, dans des moments où il y avait d'abord des promesses financières qui étaient faites à ces jeunes, c'est-à-dire qu'ils étaient
mieux rémunérés que des appelés ordinaires. Ouais. Ils étaient rémunérés quasiment comme des engagés professionnels. Et puis, il y avait aussi une très forte valorisation des missions auxquelles ils étaient affectés et des missions qui étaient présentées comme réellement utiles aux armées et comprises comme réellement utiles aux armées. Et c'est là donc qu'il y a un enjeu à la fois sur le plan financier, des leviers financiers et de l'utilité réelle des missions qui permettrait qu'il y ait effectivement des jeunes volontaires qui soient nombreux. Les 3000 qui vont donc rentrer faire ce service militaire, ils vont être employés à quelle tâche, par exemple? Alors, c'est difficile à dire. En fait, chacune des armées, armées de l'air et de l'espace, marine nationale et armée de terre, ont des besoins spécifiques, souvent beaucoup plus pointus dans les deux premières, armée de l'air et de l'espace et marine nationale, mais il y en a aussi des besoins techniques spécifiques pointus dans l'armée de terre. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à ajuster les profils de ceux qui se présenteront avec ces besoins dans des fonctions assez variés. Alors, on parle de la tranche 18-25 ans. C'est une jeunesse qui est donc née entre 2001 et 2008. Est-ce que c'est une jeunesse qui, d'après vous, se sent plus concernée que celle des années 90? Alors, les enquêtes dont on dispose, des sociologues qui font ce travail précis depuis une quarantaine d'années maintenant, montrent que les jeunes Français des années 2020 sont globalement, alors c'est évidemment des chiffres globaux, à l'échelle de chaque classe d'âge, chaque génération, sont globalement plus patriotes que ceux de la fin des années 90. C'est-à-dire que l'idée, par exemple, de la citoyenneté du monde est moins présente chez les jeunes Français des années 2020 qu'à la fin des années 90. Ce sont aussi des jeunes qui ont une vision plus claire du fait que les armées, ça sert à faire la guerre et à combattre. Parce qu'ils vivent dans un environnement international où l'espoir d'une paix universelle, d'un horizon partagé, des valeurs de la démocratie libérale qui était celui des années 90 est hélas très abîmé. Donc il y a sans doute une relative appétence. En revanche, ce dont il faut avoir conscience, c'est que la manière dont une société perçoit l'engagement dans les armées, quelle que soit la forme de cet engagement, dépend toujours d'un contexte politique et social large, et en particulier de la manière dont, d'abord, il y a l'idée d'un destin politique partagé dans cette société, et puis dont il y a une perception de menace qui nécessiterait qu'il y ait une forme de mobilisation de la société dans des formes civiles et militaires. Et on voit bien qu'on est dans un moment où la grande difficulté pour les autorités politiques et militaires, c'était d'ailleurs déjà le cas pendant la guerre froide et on l'a un peu oublié, alors que la menace était pourtant plus proche géographiquement, c'est de faire comprendre pourquoi la société française devrait se sentir aujourd'hui plus menacée sur le plan militaire, sur le plan de la défense nationale, qu'elle ne l'était il y a quelques années. Et c'est difficile de le faire comprendre parce que les distances géographiques jouent. Oui. Et puis les héritages historiques jouent également. Oui. Et les imaginaires, c'est ça? Les imaginaires, et puis une des réalités, c'est que la société française, en fait, depuis les années 60, se considère protégée sur son territoire des menaces militaires par la dissuasion nucléaire. Et donc il y a cette difficulté à comprendre que les conscriptions contemporaines, le service militaire ne peut pas être vécu et compris de la même manière dans les années 2020 qu'il ne l'était avant que la société française possède la dissuasion nucléaire. C'est tout l'objet de votre livre, Mobiliser, rétablir le service militaire. C'est le grand malentendu. Oui, parce qu'il y a un malentendu qui s'est installé en fait dès les années 1960, parce que précisément on acquiert la dissuasion nucléaire et dans le même temps... Ça, la dissuasion nucléaire, le fait que la France possède l'arme nucléaire, ça fait que dans les esprits, dans la tête, la guerre est... Elle remplace cette dissuasion nucléaire, elle est un nouveau rempart. Elle est comprise, sans doute partiellement à tort, parce que la dissuasion nucléaire n'est pas une garantie à 100%. Mais elle remplace dans les esprits français des années 60 et 70 l'exposition au feu de centaines de milliers de jeunes et moins jeunes combattants pour protéger la frontière. Et en fait, cette donne-là, articulée à l'idée de la défense de la frontière, d'une défense très territoriale, très ancrée dans une perception territoriale, elle n'a pas été complètement prise en compte dans les années 60 et 70, parce qu'aussi on est dans un moment où c'est difficile d'expliquer que les appelés et l'armée de masse pourraient avoir à combattre encore parce qu'il y a de l'antimilitarisme, parce qu'on sort de la guerre d'Algérie, et puis parce que les Français sortent en fait de 2 guerres mondiales sur leur propre territoire, et que la dissuasion nucléaire constitue un espoir d'échapper à nouveau à ce type de tragédie sur le territoire français. Et donc on voit bien que tous les scénarios d'engagement d'une armée de masse à partir des années 60 et 70 sont ceux sont des scénarios d'engagement d'une armée de masse plutôt à l'extérieur du territoire pour le défendre à l'avant
en quelque sorte. C'est le cas pendant toute la guerre froide et finalement les armées n'ont pas eu à être employées dans cette fonction, notamment parce que les équilibres de la dissuasion nucléaire ont fonctionné. Donc pour les Français des années 2020, envisager de se projeter massivement dans un conflit dit de haute intensité à l'extérieur de leur territoire pour défendre une limite qui n'est pas la frontière nationale, c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça à comprendre. Est-ce que les opérations extérieures qui ont été menées par la France, par l'armée française, ont influé, elles, sur l'opinion publique ? Alors, oui, évidemment. La grande difficulté de ces opérations extérieures, c'est qu'elles ont constitué des emplois de la force par l'autorité politique française sur des théâtres qui étaient souvent lointains, un peu lointains. Alors, pas toujours, parce que dans les Balkans, dans les années 90, finalement, on était assez proches. C'était en Europe. Mais dans des formes d'emploi de la force qui étaient dans des formes d'opérations dans lesquelles précisément l'emploi de la force était très difficile à assumer par l'autorité politique, soit parce qu'il y avait la crainte d'une accusation de néocolonialisme quand les militaires français intervenaient dans des territoires anciennement colonisés par la France, soit parce que c'était des interventions menées sous mandat international dans des coalitions multinationales, et que finalement le lien entre l'autorité politique et l'emploi de la force était relativement dilué. Donc pour les Français, il y a eu quelque chose de très diffus qui s'est installé, une compréhension très diffuse. L'idéal de paix était très affiché, mais sans toujours qu'on accepte que le corollaire de l'engagement de ces militaires était éventuellement des tragédies. Il y en a eu au Liban en octobre 83 avec l'attentat du Dakar et beaucoup d'autres ensuite. Morts, hein. Et en fait, cet emploi de la force a été peu expliqué, peu assumé politiquement à des Français qui pourtant, dans une démocratie, sont ceux en qui était employée cette force. Donc s'est installée l'idée que finalement les militaires intervenaient dans des crises et les logiques de la conflictualité armée dans lesquelles ils se trouvaient engagés étaient finalement assez peu expliqué aux Français. C'est un peu la raison, le sens aussi de votre livre, de poser les termes du débat pour mieux en parler ? L'idée, c'est qu'il faut... Si on parle de service militaire et si on parle de logique de mobilisation, puisqu'on voit que le terme revient dans le débat public, un terme qu'il s'était effacé précisément dans les années 60, au moment où on un peu attaché effectivement à 39-45, à 14-18. L'imaginaire des deux guerres mondiales pour les Français d'aujourd'hui. Si on parle de ces logiques, il faut accepter de regarder toutes les complexités du sujet et toutes les complexités qui tiennent à l'état d'une société, à la manière dont elle se conçoit comme communauté politique, et ne pas penser que le service militaire, parce que dans notre imaginaire, il est un dispositif qui, malgré tout, a peut-être permis de gagner la guerre en 14-18, serait toujours le bon levier, le bon dispositif pour faire comprendre aux Français les enjeux de la défense nationale et ce que sont des logiques de mobilisation dans des tensions et dans des rapports de force internationaux. Le service militaire, il a fonctionné à certaines époques, mais il est un outil, il n'est pas une finalité en soi, et probablement il faut éclairer davantage, ce débat. Est-ce que les autres pays européens ont ce même débat, nos voisins belges, espagnols ? Alors, ce débat existe dans beaucoup de pays européens, peu dans les pays d'Europe du Sud, parce que la distance géographique par rapport à ce qui est perçu comme l'hypothèse d'un conflit de haute intensité à l'est de l'Europe est évidemment plus grande. En revanche, plus on se rapproche de l'est de l'Europe et des pays d'Europe du Nord, plus il y a des systèmes de conscription qui sont ou maintenus ou remis en place. Et on voit bien qu'ils sont d'autant plus massifs qu'il y a une proximité territoriale avec la perception d'une menace existentielle, c'est-à-dire celle de l'invasion militaire brutale qui vient remettre en cause la souveraineté politique du pays en question. Donc il y a une gradation en fait dans ce débat et on voit que plus on se situe à l'ouest de l'Europe et qui plus est dans des sociétés ouest européennes, c'est le cas pour les Britanniques et pour la France, qui possèdent la dissuasion nucléaire et qui ont appris malgré tout qu'elle avait fonctionné pendant la guerre froide, ces logiques de conscription et de mobilisation sont forcément un peu différentes. Merci Bénédicte Chéron. Je rappelle le titre de votre livre, Mobiliser, rétablir le service militaire, le grand malentendu. C'est une analyse passionnante, à la fois historique et sociologique, alors que la menace est à nouveau sur le territoire européen. On passe à un tout autre sujet. On revient sur les événements de Minneapolis. Donald Trump semble avoir changé de ton et de stratégie. Dans un instant, Laure Mandeville sera sur ce plateau pour nous expliquer.
Bonjour Laure Mandeville, vous êtes Bonjour. journaliste au Figaro, vous suivez au service international du Figaro. On va revenir avec vous sur les événements de Minneapolis aux États-Unis. Les États-Unis que vous connaissez très bien, vous avez suivi la première campagne de Donald Trump, vous avez été correspondante là-bas. Depuis hier soir, ce matin, quand on en a pris connaissance, changement de ton visiblement et de stratégie, c'est ça, de Donald Trump suite aux événements de Minneapolis. On les rappelle, un homme tué, un infirmier de 37 ans samedi, une femme le 7 février dernier. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait que Donald Trump change de ton, Laure Mandeville ? Oui, je crois que très pragmatiquement, le président réalise en fait que l'opinion américaine ne le suit pas dans cette épreuve de force et que même son camp en fait, commence à donner de la voix et en tout cas exprimer un profond malaise sur la manière dont ces gardes frontières, cette espèce de police des frontières qu'on appelle ICE, gère la question des villes sanctuaires et de la saisie, disons, des illégaux pour les expulser du territoire. C'est vrai que quand Trump est arrivé aux affaires pour son deuxième mandat, il y avait un large mandat, je dirais, de son camp et même de la population américaine. Oui, ça faisait partie des propositions. Tout à fait. Et il y avait une adhésion de la population américaine. Il y avait une sur le adhésion, sujet, je dirais, d'environ 70% de la population pour que le pouvoir sévisse et aille chercher, notamment cible les illégaux criminels. Et c'était d'ailleurs la promesse qui avait été faite par le grand patron, en fait, de cette, qui a été nommé comme tsar de questions des frontières, qui s'appelle Tom Homan, et qui est un spécialiste qui incontesté, disons, de ces questions-là. C'était on cible les criminels, ceux qui ont un casier judiciaire, on va les chercher, on les expulse. Le problème, c'est que depuis, ça a été le cas au début, je crois qu'il y a environ 10 000 personnes déjà qui ont été expulsées manu militari du territoire américain. Oui. Mais au début, disons, dans les premiers mois, c'était essentiellement effectivement des gens qui avaient un casier judiciaire. Puis, peu à peu, il y a eu une dérive et je crois que depuis l'automne, il y a eu le chiffre des personnes arrêtées sans casier a augmenté de manière spectaculaire, au-dessus de 50%. Et peu à peu, on a vu effectivement cette police aller chercher les gens à leur domicile. Grâce à un mandat, ils ont le droit administratif, en fait, pour se rendre chez les gens. Plus de criminels, etc., c'est ça la différence. C'est ça, ce sont des illégaux donc, qui ont commis un délit d'entrée illégalement sur le territoire, mais qui n'ont pas de casier judiciaire. Ils n'ont pas de comportement sur le territoire américain et qui donc sont très souvent complètement intégrés dans la vie de la cité, ayant un boulot, des enfants inscrits à l'école, etc. etc. Donc, en fait, ces poursuites musclées ont donné lieu à des scènes de plus en plus, donnant de plus en plus, plus violentes, donnant de plus en plus le malaise à une Amérique qui, quand même, garde dans son ADN l'idée qu'elle est un pays d'immigration, qui accueille chez elle des forces d'immigration qui, finalement, s'intègrent dans disons, dans la communauté américaine. Et donc, voilà la situation. Et puis, évidemment, il y a le problème de la manière dont cette police agit. Puisque j'écoutais tout à l'heure, avant de venir, un podcast d'un spécialiste, Peter Moskos, qui est un grand spécialiste, un ancien flic de Baltimore, très connu, qui étudie dans une université new-yorkaise le fonctionnement en fait du système de maintien de l'ordre américain et qui déjà critique largement le caractère parfois les dérives en fait de ce système de maintien de l'ordre, mais qui dit que alors là ICE dépasse toutes les bornes et beaucoup moins finalement compétent pour gérer des situations de manifestation, de maintien de l'ordre pur. Parce que les gardes frontières, c'est en fait une sorte de force armée. C'est pas des forces de police. Depuis samedi, il y a aussi des contradictions entre le récit qui a été donné par l'administration Trump et les images et le choc des images, puisque l'infirmier en question, Alexis Preti, a été qualifié de terroriste. D'autre part, Trump a impliqué aussi, a accusé l'administration, les démocrates qui sont à la tête de l'État d'être responsables du chaos. Or, il y a un récit qui est contredit
par les images et par la réalité. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que là, franchement, il y a effectivement une gestion par le pouvoir politique qui est une gestion jusque-boutiste actuellement et qui est vraiment influencée, je dirais, par des personnalités comme donc un certain Grégory Bovino, qui d'ailleurs, ça y est, va être écarté, qui était chargé, en fait, qui est une sorte de star du MAGA qu'on a vu débouler sur ce sujet en treillis, avec une attitude très militaire, très agressive. Il y a aussi la patronne Noam Christie du département, en fait, de la sécurité intérieure, qui a peu à peu dérivé vers une gestion justement ultra musclée de toutes ces questions d'immigration. Et donc on parle là aussi de son départ possible à terme, pas tout de suite parce que ça affaiblirait trop l'administration. Et il y a aussi en coulisses, je dirais en arrière-plan, mais en réalité aussi sur les plateaux télé de Stephen Miller, extrêmement dur sur la question de l'immigration et qui a tendance effectivement aussi J.D. Vance à parler de terrorisme, de comportement d'assassins, qu'ils étaient prêts à tuer, tirer dans le tas, ce qui n'est absolument pas corroboré par les images que l'on a. Et c'est vrai qu'il y a un problème parce que aujourd'hui, vous savez que ces vidéos, les hommes qui ont mené cette opération et donc cette gigantesque bavure et la mort en fait d'Alex Pretty. Aujourd'hui, il y a des vidéos, c'est-à-dire que chacun de ces hommes de la police des frontières avait une caméra. Et donc, ces caméras ont été évidemment saisies par les autorités fédérales. Et il y a aujourd'hui une sorte de bataille, en tout cas d'injonction des autorités du Minnesota en leur disant, surtout, on ne veut pas que ces caméras, ces traces disparaissent, etc. Et donc, je pense qu'il va y avoir toute une bataille autour, justement, de quel type d'investigation. Si c'est ICE qui s'investiguent eux-mêmes, ça pose un vrai problème démocratique. Et donc, on voit aussi les démocrates qui en profitent. On voit, par exemple, Tim Walz. J'allais y venir. Quelles sont les conséquences politiques de ces événements de Minneapolis et de ce rétropédalage de Donald Trump? Eh bien, alors, il y a eu une conversation entre Tim Walz et Donald Trump qui a fait baisser le ton parce que Trump ne peut pas continuer dans cette fuite en avant, il le comprend, on n'est pas loin des élections de mi-mandat, mais c'est vrai que les démocrates ne vont évidemment pas lâcher l'affaire et c'est vrai que Tim Walz, de son côté, lui a carrément forcé le trait en parlant d'une nuit de cristal, en comparant les gens qui restent chez eux à Anne Frank pendant la Seconde Guerre mondiale, donc là aussi un discours extrêmement, disons, qui fait monter les enchères. Et c'est vrai que je lisais le Wall Street Journal d'hier, qui est un journal donc conservateur, mais qui, je trouve, se tient très bien depuis l'arrivée de Trump, qui est très équilibré, qui critique quand ils veulent critiquer, etc. Et qui disait, on est en train de glisser doucement, si on n'arrête pas cette escalade, dans une sorte de guerre civile à bas bruit qui va gronder s'il y a de nouvelles manifestations, etc. Donc c'est vrai qu'il était urgent pour Trump de baisser le ton. Je pense qu'entre ça et je dirais l'échec aussi de sa montée en puissance sur le Groenland, où il a dû reculer, ça fait beaucoup. Et je crois qu'il est en train de vouloir changer la conversation. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui, il se rend dans l'Iowa pour parler d'économie, de pouvoir d'achat, pour essayer de recentrer sur ce qui préoccupe les Américains à la veille... à l'approche des élections de mi-mandat, c'est-à-dire les questions économiques intérieures. Oui, c'est ce qui se passe. Il va se lancer, la Maison-Blanche a annoncé, je crois, des déplacements chaque semaine. C'est ça qu'il va donc démarrer. Donc, c'est l'idée qu'il se recentre sur les problèmes des Américains plutôt que se disperser, entre guillemets, peut-être que c'est vu de cette façon-là, par les Américains, une dispersion sur le plan international. Oui, je crois qu'effectivement, il faut bien voir en fait que son camp
il y a les électeurs du fameux mouvement MAGA n'ont pas un immense appétit pour les aventures extérieures. C'est vrai qu'il y a eu déjà un débat à l'intérieur de cette nébuleuse à l'occasion du coup de force au Venezuela. C'est vrai qu'il y a des grosses inquiétudes alors que Trump mène une sorte de politique de tension extrême sur la question de l'Iran, en laissant planer la possibilité de frappes américaines. Bon, il fait attention. Je crois qu'il a en tête l'idée que l'Irak, une dérive qui impliquerait à nouveau les Américains dans un conflit dont on ne verrait pas l'issue, serait très dangereux. Et donc, tout cela fait qu'ils essaient de le recentrer sur cette question de l'économie et que Trump va essayer de convaincre son électorat que les choses vont dans la bonne direction. C'est vrai que les chiffres de l'économie ne sont pas mauvais en réalité. Il y a une croissance assez bonne de l'économie qui est repartie. La bourse tient, même s'il y a eu des chutes au moment du Groenland. L'or a explosé, l'once d'or a explosé. Oui, ça c'est vrai. Mais lui, d'après ce que je comprends de ce que disent les journaux américains, c'est qu'il va essayer de convaincre les Américains qu'il faut attendre encore, qu'à court terme ça va être dur, mais qu'à plus long terme sa politique des tarifs... Faire un dos rond, mais que sa les résultats vont arriver. Les résultats vont arriver. Alors peut-être ne le croiront-ils pas, parce que c'est vrai qu'il y a une inquiétude très forte des Américains aujourd'hui, par exemple sur la question de l'inflation. Ils ont le sentiment que la pression qu'il a exercée, par exemple, sur le président de la réserve fédérale, effectivement, est dangereuse. Donc là, il a vraiment un défi devant lui. C'est le premier sujet, ça. C'est le premier sujet pour les Américains. La vie chère, c'est absolument, le premier sujet américain. Il a quelle popularité, là, à l'heure actuelle? Alors, Trump, ça s'érode, ça se maintient? Disons qu'on est entre 38-40%. C'est pas une bonne cote de popularité, mais je me souviens que Trump a souvent, en fait, dégringolé. Je me souviens pendant le premier mandat, il descendait toujours assez bas et il y a toujours eu des creux puis des remontées. Donc c'est vrai qu'il faut aussi se demander ce qui va se passer si tout d'un coup il y a une énorme surprise à Cuba, si Cuba tombe, si quelque chose se passe sur l'Iran. Tout ça reste très très volatile et donc on va voir comment il se rétablit ou ne se rétablit pas dans les prochaines semaines et mois. Merci Laure Mandeville d'avoir été en direct avec nous. On vous lit bien sûr dans les pages du Figaro et sur lefigaro.fr. On ouvre une page spéciale dans ce point de vue sur le sujet très sensible de la fin de vie. Après des débats la semaine dernière, le Sénat va voter ce mercredi 2 propositions de loi, l'une sur les soins palliatifs, l'autre sur l'aide à mourir. En attendant qu'Agnès Leclerc, qui est journaliste au Figaro et qui suit cette question de près, en attendant qu'elle me rejoigne, je vous propose de regarder ce qui s'est passé la semaine dernière au Sénat au moment du vote du fameux article 4, article clé de la proposition de loi. Nous allons passer au vote sur l'article 4 pour lequel j'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe LR et par le groupe Écologie, Solidarité et Territoires. Et je déclare le scrutin ouvert. Donc le scrutin est clos. Votant 318, exprimé 267, pour 123, contre 144. L'article 4 n'est pas adopté. Bonjour Agnès Leclerc. Bonjour Anéma. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de vue. Mercredi, le Sénat va donc voter de façon solennelle les 2 propositions de loi après en avoir débattu. Vous suivez cette question pour le Figaro de très près. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce qui s'est passé la semaine dernière et peut-être encore hier s'il y avait des discussions ? Alors, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est un peu un coup de théâtre, parce que en commission, les sénateurs, les rapporteurs de droite, sur cette loi, sur la loi aide à mourir, s'étaient mis d'accord sur une forme de compromis, c'est-à-dire ouvrir un droit à l'euthanasie et au suicide assisté, mais en le restreignant aux patients en toute fin de vie. Donc, c'était plus restreint que l'Assemblée nationale, où là, c'était les patients en fin de vie, mais aussi ceux dont le pronostic vital n'était pas forcément engagé à court terme, mais plutôt à moyen terme. Et là, en séance, tout a été chamboulé.
Et finalement, les sénateurs ont dit non à ce compromis. De façon majoritaire. De façon majoritaire. Donc, une partie des sénateurs de droite, pour qui l'interdit de tuer reste une ligne rouge très forte. Oui, l'intitulé, c'était l'assistance médicale à mourir. Voilà, on parle de ces mots-là. Ils avaient changé un peu le terme, mais oui, ils avaient. Enfin, donc il y a eu un rejet d'une partie de la droite de cette assistance médicale à mourir en disant que l'interdit de tuer était une ligne rouge, et aussi un rejet de quasiment la totalité du groupe socialiste du Sénat. C'est là où c'était surprenant. Parce que eux jugeaient que ça n'allait pas assez loin par rapport au texte de l'Assemblée nationale. Donc, quelque part, on a une coalition des anti et des pour. Des contraires, finalement. Des contraires, ce qui tend à prouver qu'un compromis n'est pas possible. La discussion s'est poursuivie en début de semaine sur les soins palliatifs. Oui. Donc là, sans surprise, ça a été adopté. Ça fait le consensus. Ça fait consensus. Et maintenant, il y a le vote solennel de demain. Et là, on va voir ce qui se passe. Et s'ils rejettent parce que du coup, le texte. Mercredi, le texte qui arrive en vote solennel, on lui a enlevé cet article 4, donc celui de l'assistance médicale à mourir. Finalement, il y a quoi dans la copie en fait demain ? Alors, c'est un texte complètement remanié qui voudrait graver dans la loi l'interdit de tuer, l'interdiction de l'euthanasie et un droit à être accompagné en soins palliatifs jusqu'au bout, un droit réaffirmé, un droit consolidé. C'est un droit qui existe déjà aujourd'hui, mais voilà, il le consolide. Donc ça, c'est le texte sur lequel il y aura le vote demain. Ce texte va ensuite aller à l'Assemblée nationale. Comment la copie des sénateurs peut influer les débats qui vont se passer à l'Assemblée nationale avec les députés? Alors, on a parlé de coup de théâtre la semaine dernière, mais c'est vrai que finalement, chacun revient un peu dans le rôle qu'on attendait, c'est-à-dire un Sénat contre et une Assemblée nationale pour. On va voir le texte qui arrive à l'Assemblée nationale, mais si c'est rejeté demain, ça veut dire que l'Assemblée nationale va reprendre le texte initial. Et je pense qu'il y a un souhait d'aller très vite sur cette loi pour qu'elle soit adoptée avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron. C'est en tout cas le souhait de... Là, la raison, elle est politique. C'est pour... La raison est politique. C'est en tout cas le souhait de Yaël Braun-Pivet. Mais disons que ce vote des sénateurs, peut-être qu'il change un peu la tonalité du débat, qui fait passer le message que... Finalement, il y a quand même une opposition qui s'exprime sur ce texte, que c'est pas aussi simple qu'on le pensait et qu'en tout cas l'adhésion n'est pas forcément possible, qu'un compromis sur ce sujet, c'est très très difficile, voire impossible. Alors justement, parlons de l'opinion publique. La Fondapol, c'est un think tank libéral et progressiste, a mené une vaste enquête fin de l'année dernière auprès des Français sur le sujet. Que pensent les Français? Quels sont les principaux enseignements de cette étude? Alors, c'est une étude qui a posé les questions un peu différemment de ce qu'on voit d'habitude. Parce que les sondages habituels sont commandés par l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et les pro-euthanasie. Les pro-euthanasie. Et les questions sont posées de manière assez brutale. Que souhaitez-vous en fin de vie, si vous souffrez beaucoup? Et là, on a une adhésion massive dans ces sondages qu'on voit habituellement à l'euthanasie et au suicide assisté de l'ordre de 90%. La Fondapol a essayé de travailler plus finement, de poser les questions de manière un peu plus détaillée et en gros, elle a demandé aux Français qu'est-ce que vous souhaiteriez pour un proche en fin de vie, plutôt soins palliatifs ou plutôt euthanasie et suicide assisté. Et là, les résultats sont complètement différents. Ouais. On n'est plus sur 90% favorables à l'euthanasie, on est sur 38% des Français qui disent pour un proche en fin de vie, plutôt euthanasie et suicide assisté. 52% disent ce qu'on préfère avant tout, c'est d'abord les soins palliatifs. Et après, c'est une question difficile, donc il y a 10% à peu près donc ça montre, cette étude de la Fondapol, elle montre quand même une population française assez... moins peut-être convaincue de manière ultra majoritaire qu'on le pense. Qui se questionne énormément encore sur la question, c'est ça? Qui se questionne beaucoup encore. Est-ce qu'il y a un consensus entre
entre les familles, justement, ou est-ce que les Français craignent justement des disputes entre les différentes générations sur le sujet? Oui, c'est vrai, c'est aussi un sujet qui est apparu dans le sondage de la Fondapol. On a vu qu'il y avait une crainte que ça suscite beaucoup de dissensions dans les familles, parce que s'il y a un droit à l'euthanasie, au suicide assisté, et qu'un proche choisit cette option, notamment pour une personne âgée, pour un père, une mère, voilà, il y a une crainte de division dans les fratries. Et c'est une question qui n'était pas posée habituellement. C'était un peu un angle mort du débat. Autre point aussi, les Français ne se sentent pas si bien informés que ça sur les débats. C'est ce qui ressort de cette étude. C'est vrai. Alors ça, c'est toujours un sujet un peu compliqué parce que est-ce qu'on a vraiment envie de s'informer sur la fin de vie? C'est pas forcément un sujet que les gens ont envie d'aller explorer en profondeur. Et la loi, elle n'est pas si simple que ça. Mais oui, il y a quand même ce sentiment de ne pas être très bien informé sur la fin de vie. En tout cas, vous, Agnès Leclerc, vous nous tenez très bien informés. C'est dans les pages du Figaro. Vous suivez bien évidemment le sujet dans le Figaro et sur le Figaro.fr. Merci d'avoir été en direct avec nous. Place maintenant à un témoignage puissant sur cette question, celui de Clémence Pasquier. Clémence Pasquier a 31 ans. Elle est atteinte d'un cancer stade 4 et elle est suivie dans une unité de soins palliatifs. Bonjour Clémence. Bonjour. Merci d'être en direct sur le plateau de Point de Vue avec nous. Je le disais, on est en plein débat sur ces questions de fin de vie, de soins palliatifs. C'est un débat qui vous concerne directement et que vous suivez de très près. Autant que je peux, ouais. Vous suivez beaucoup les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous avez donc 31 ans, Clémence. Vous êtes atteinte d'un cancer depuis 10 ans. Un cancer qui est au stade 4, ça veut dire inguérissable. Ouais, incurable. Incurable. Et vous êtes suivie dans une unité de soins palliatifs. Alors pour qu'on comprenne bien, parce que il y a beaucoup, on ne connaît pas finalement très bien cet univers des soins palliatifs. Pour beaucoup de gens, être suivi en soins palliatifs, ça voudrait dire presque que vous ne puissiez pas être sur là. ce plateau. Or, vous êtes là, Clémence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce quotidien qu'est le vôtre entre soins palliatifs? Oui. Effectivement, on connaît souvent mal les soins palliatifs. Même moi, quand on m'a orientée vers une consultation en soins palliatifs, j'avais tellement cette image de service hospitalier et quand on peut plus rien faire et donc voilà, juste c'est un peu l'abandon, quoi, que c'était un peu le cataclysme. Mais en fait, les soins palliatifs, ça prend plein de formes différentes. Moi, je suis suivie par ce qu'on appelle une unité mobile de soins palliatifs. Donc en fait, je continue à avoir ma vie, j'habite dans mon appartement, j'ai un métier, je suis, voilà, c'est juste que ma vie, elle est toujours rythmée par un certain nombre de rendez-vous à l'hôpital qui varie suivant les moments. Et je continue d'ailleurs à avoir mon équipe d'oncologie. Mais en plus, c'est rajouter la spécialité des soins palliatifs qui, du coup, vient apporter cette expertise de comment on vit avec la maladie quand on ne peut plus la guérir. Et donc, ça change quand même fondamentalement la manière de faire des soins. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus de traitement, c'est juste qu'ils sont hiérarchisés d'une autre manière, que la parole du patient est beaucoup plus au centre des discussions, mais que ça veut dire qu'il faut bien l'accompagner pour qu'il puisse exprimer ce qu'il veut. Et puis, effectivement, il y a quand même aussi cette question de fin de vie qui peuvent venir. Moi, quand je suis arrivée en soins palliatifs, c'était un peu plus la question. En tout cas, elle était un peu plus imminente. C'était il y a 2 ans. Vous êtes arrivée dans 2 ans presque et demi. Il y a 2 ans et demi. J'étais beaucoup moins en forme que ce que je suis actuellement physiquement. Et donc, je suis arrivée avec quand même aussi cette question de, si je dois commencer à préparer comment je veux vivre la fin de ma vie. Reste à voilà, vivre, exactement. c'est ça. Exactement. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce que je veux rester à Lyon? Est-ce que je veux rentrer chez mes parents? Enfin, et puis plein de choses. Qu'est-ce qui me fait le plus peur? Est-ce que c'est la douleur? Est-ce que c'est le fait de ne pas être conscient? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est de prendre du temps avec des amis? Est-ce que c'est avoir mes affaires en ordre? Enfin, toutes ces questions auxquelles on ne pense pas du tout tant qu'on n'y est pas confronté, même si peut-être il faudrait. Et les soins palliatifs, ils sont là pour accompagner ça dans toutes ces dimensions. Donc moi, je suis arrivée avec cette question de fin de vie.
Mais c'est pas forcément obligatoire. Il y a 2 ans et demi, quand vous arrivez dans cette unité, la question de votre fin de vie se pose. En tout cas, elle se pose pas dans le sens où dans les 2 jours j'allais mourir, mais dans le sens où j'étais dans un état physique et psychologique plus déclinant que ce que je suis actuellement. Et donc ça faisait déjà un moment aussi que voilà, on peut jamais savoir combien de temps il reste à quelqu'un de vivre. On peut faire des statistiques, mais aucun médecin, en tout cas en oncologie sérieux, peut dire il vous reste 2 semaines, 2 mois à vivre. Ça se passe rarement comme... le corps humain, ça se maîtrise pas à ce point-là. Donc en fait, on était sur cette dimension de temps de mois, quoi, mais on pouvait pas forcément savoir. Mais mon état aussi psychique faisait que c'était le moment de commencer à en parler. Donc je suis arrivée en soins palliatifs avec ces questions. Aujourd'hui, elles sont moins sur le devant de mon quotidien, mais on en a bien parlé. Mais je continue à être suivie en soins palliatifs parce que les soins palliatifs, c'est leur expertise de pouvoir aider à vivre avec la maladie quand on peut pas la guérir. Et voilà, notamment en oncologie, de plus en plus, il y a des gens qui sont suivis en soins palliatifs sans directement qu'il y ait la question de la fin de vie. Alors justement, à propos de la question de la fin de vie, vous aussi, vous avez eu des moments de doute, il me semble. Vous avez eu des moments ou des envies que ça s'arrête. Vous avez envisagé, peut-être désiré parfois de mourir tant la maladie était cruelle, tant la maladie vous malmenait physiquement et psychologiquement? En fait, Vous avez été pas seulement la traversée. maladie qui me malmenait, les traitements aussi. Du Les coup, c'est traitements. ça qui est difficile, en fait. En tout cas, moi, il y a eu des moments où, effectivement, je le dirais pas en disant j'ai eu envie de mourir, mais c'est pas très loin. C'est-à-dire que je voyais la mort comme la chose la plus souhaitable que je pouvais me souhaiter, quoi. C'est-à-dire La que mort mettait un point final à vos souffrances. ouais, un soulagement. C'est-à-dire que la maladie engendrait des douleurs, voilà, osseuses et tout ça, qui étaient compliquées à supporter. Les traitements pouvaient améliorer certaines choses, mais en détériorer d'autres, et notamment psychologiquement, finissaient par me miner quand même beaucoup. Et donc, comment on, comment on temporise entre ces Ouais. 2 choses-là? Et donc, le chemin qui me semblait le plus enviable, c'était la mort, comme quelque chose de soulagement. Donc effectivement, ce désir de mort, il faut l'entendre. Il peut arriver dans plein de circonstances. Il peut arriver aussi parfois, même quand on va bien. Enfin, en fait, moi, je l'ai pas forcément vécu, mais j'ai pu me reconnaître dans des amis qui l'avaient vécu. Parfois, c'est aussi quand il y a du mieux, un traitement qui est un peu prometteur, mais on a tellement la lassitude, des espoirs, déceptions et tout ça, qu'en fait, tout d'un coup, on se dit, ok, bah là, si ça marche pas, j'arrête, quoi, parce que j'en peux plus de ces hauts et bas. Mais voilà, mais ce désir de mort, il est complexe, il sous-tend plein d'autres choses qui sont imbriquées. Comme quoi, par exemple? Le besoin d'être soulagé d'une souffrance physique, ça c'est évident. Mais par exemple, parfois, le besoin de trouver du sens à ce qu'on vit, le besoin de trouver sa place dans la société, le besoin de trouver sa place dans ses proches, enfin autour de ses proches. Ça peut être vraiment des choses très différentes, mais c'est typiquement le rôle des soins palliatifs, d'aider à pouvoir entendre ce désir de mort, mais de pouvoir... moi, vraiment, quand je suis arrivée en soins palliatifs, on m'a aidé à me poser des questions que je ne m'étais jamais posées. Et donc, j'ai petit à petit commencé à dénouer tout ce qui pouvait se lier dans ce, je sais pas comment dire ça, mais dans cette énorme montagne avec laquelle j'arrivais, quoi. Et en fait, petit à petit, en 2-3 mois, moi, j'ai retrouvé un élan de vie que j'avais plus eu depuis des mois et des mois et des mois. Le fait de parler, de poser, de parler de ces Pas seulement, parce que les soins palliatifs, c'est pas juste on parle, mais c'est le fait de pouvoir d'apporter des hiérarchiser solutions. les choses, et donc aussi de fait parfois de pas s'acharner sur, par exemple, certains traitements, en se disant, ok, pour l'instant, ils sont peut-être plus prioritaires. Et donc retrouver un espace de vie, parce qu'on est aussi moins, du coup, fatigué. Trouver aussi, pour le coup, persévérer. Par exemple, moi, j'avais des douleurs qui me réveillaient toutes les nuits. Et ça faisait 1 an que ça durait, on ne trouvait pas et tout ça. Et en fait, on a persévéré pour se dire, OK, ça, c'est prioritaire. C'est-à-dire que pouvoir dormir, en fait, ça compte. Et donc, du coup, OK, peut-être qu'il y a des choses qu'on fera moins, ou peut-être on va faire un traitement qui aura des risques. Mais le bénéfice est suffisamment important pour se dire, OK, c'est prioritaire, on y va. Mais ça, c'est le rôle des soins palliatifs, de prendre l'ensemble des problèmes et de pouvoir... l'ensemble des paramètres, quoi, psychologiques, physiques, relationnels, même spirituels. Et pour pouvoir du coup trouver un soulagement pour la personne. Et moi, en tout cas, ça a été le cas, mais je crois que c'est le cas pour beaucoup. Et en fait, souvent, quand on aide justement à soulager,
pas à guérir, hein, mais à soulager et à retrouver cet espace. Et puis, En fait, il y a un espace de vie qui se recrée, c'est fou. Parce que il y a une qualité de vie qui revient à ce Complètement. moment-là, c'est ça surtout. C'est vraiment le rôle des soins palliatifs, c'est de travailler à la qualité de vie. Ce qui ne veut pas dire que parfois ça augmente pas la quantité aussi, mais c'est vrai que c'est pas l'objectif. Et parfois ça réduit la quantité, mais on sait que c'est bien hiérarchisé, quoi. Comment, quel regard avez-vous? Comment vous suivez les débats, les mots qu'on entend à l'heure actuelle? Donc, je le disais, le Sénat va s'apprêter à voter les deux lois. Comment vous entendez ça? Et quel est votre point de vue? Je trouve pas ça très simple à suivre parce que derrière des mêmes mots, on met pas tous la même chose. Le mot dignité, le mot solidarité, le mot, enfin voilà, tout ça. Même le mot aide à mourir, les soins palliatifs aident à mourir en soignant, pas en donnant la mort. Et du coup, c'est pas simple parce que je trouve que du coup, c'est un débat qui est assez miné par ce que chacun a comme perception de ces mots-là. Et en plus, pour les soins palliatifs, j'écoutais encore il y a une semaine les débats au Sénat et certaines prises de parole me font dire qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, en fait, on n'a pas assez connaissance de l'ensemble de ce à quoi ils peuvent répondre. Je ne dis pas qu'ils peuvent répondre à toutes les situations, mais en fait, énormément. Et ils sont, pour l'instant, pas assez connus, pas assez soutenus, pas assez proposés, parce que le monde soignant ne connaît pas assez ce que la prise en charge palliative fait. Donc, il y a plein de gens qui devraient pouvoir y accéder, qui n'y accèdent pas. Et ça me révolte un peu parce que je trouve que du coup, on n'est pas dans des bonnes conditions pour un débat serein. Autant dans le prérequis pour moi qui serait d'avoir des bonnes conditions de soins avant de se dire ok, il y a vraiment des choses sur lesquelles on ne peut pas répondre et donc on décide de légiférer ou pas sur l'aide à mourir, que dans les conditions politiques, c'est-à-dire les mots qu'on emploie, la manière dont on en parle. Bon, vous parliez juste avant du fait que les Français sont peut-être pas assez se sentent pas assez informés sur la loi. Bah, je comprends. C'est complexe à suivre. On en a souvent des conceptions très parcellaires, très émotives aussi, parce que du coup, très conditionnées par la manière dont on a vécu l'accompagnement ou la mort d'un proche et tout ça. Et en fait, les choses évoluent très vite aussi sur cette question. Donc en fait, voilà, je trouve moi en tout cas, c'est ce pourquoi, à ma mesure, j'essaye de faire ce que je peux, de me dire, essayons de se donner les bonnes conditions pour au moins bien connaître les soins palliatifs, se donner des mots qui veulent dire la même chose et qu'on vote pas quelque chose qui a été voté juste pour se dire qu'on a fait quelque chose, quoi. Vous m'aviez dit en préparant cet entretien que vous étiez donc très agacée d'entendre parler d'un sujet que les parlementaires ne connaissent pas finalement. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aux parlementaires, Clémence Pasquier? D'écouter les personnes qui se sentent concernées par la loi. Et dans les personnes qui sont concernées par la loi, il y a des gens qui demandent l'aide à mourir, même si j'aime pas l'expression aide à mourir, mais on va dire le suicide assisté et l'euthanasie, mais aussi des gens qui ont des craintes et qui sont moins entendus parce que parfois déjà c'est des personnes qui sont déjà un peu pressées par la vie, par définition. Donc de prendre ce temps-là, même si c'est compliqué, et d'accepter d'être un peu plus humble peut-être, de se dire que c'est pas juste une question de liberté individuelle qui n'aura pas de conséquences et donc peut-être qu'il faut de la prudence. Ouais, moi je crois que c'est peut-être ce que j'aurais envie le plus de dire, c'est de dire c'est des sujets tellement délicats dans l'intime comme dans la société, c'est-à-dire ce que ça va impliquer pour le système de santé, pour l'imaginaire qu'on va avoir collectif autour de la fin de vie, de la mort, des soins palliatifs. Mais voilà, ça a tellement de conséquences que moi, j'appellerais à énormément de prudence. Et donc de pas Il n'y a pas assez de prudence à l'heure actuelle, j'ai l'impression. Voilà, peut-être que c'est ce que j'aimerais le plus dire. Vous m'avez dit aussi en préparant que face à la demande de mourir, si la société répondait évidemment on va t'aider, vous le ressentiez comme une très grande violence. Oui, je trouve ça violent parce que, encore une fois, il faut l'entendre, ce désir de mourir, mais moi, en tout cas, et je ne suis pas la seule, mais moi, quand j'exprime même à mes médecins le fait que j'en peux plus, j'ai besoin qu'on entende ça, mais qu'après, on puisse me dire ok, on va essayer de chercher des solutions, et en fait, on va être avec toi, et pas
en fait, on comprend que tu n'en puisses plus, on va t'aider à partir. Enfin, en fait, c'est juste la complexité bien sûr, du sujet. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, effectivement, ça paraît symbolique, mais en fait, ce que la loi va voter, symboliquement, elle donne une réponse de la société à toutes les personnes qui disent bah oui, moi j'en peux plus de vivre et j'ai envie de mourir. Et je trouve ça pas anodin que la réponse de la société soit de dire bah ok, en fait, on va vous aider à mourir. Est-ce que Laure, c'est un sujet qui est rentré qui fait objet de discussion au sein de l'unité palliative que vous fréquentez, ou vous ne parlez pas de ces débats puisque vous êtes évidemment sur des sujets plus prioritaires, entre guillemets. C'est vrai que c'est pas le centre de nos discussions à chaque fois que je viens, mais ça m'arrive quand même d'avoir des discussions, peut-être d'ailleurs plus effectivement auprès des soignants en soins palliatifs que de manière générale, mais même pour discuter avec d'autres soignants, je sais que notamment les soignants en soins palliatifs sont assez inquiets de ce que ça va avoir comme conséquence pour leur pratique de soins. Voilà, je sais que là, ce qui s'est discuté au Sénat sur la partie des soins palliatifs hier et aujourd'hui va plutôt dans le sens de ce que eux portent, c'est-à-dire ni acharnement thérapeutique, non, on dit obstination déraisonnable maintenant, mais ni obstination déraisonnable, ni donner la mort. Mais je sais qu'ils sont assez inquiets, mais tellement inquiets qu'il y a presque un peu un tabou de dire bon, de toute façon, ça va nous tomber dessus, et donc on essaye d'avancer et de tracer notre ligne, mais voilà, je sais que c'est pas simple pour le côté soignant aussi. Bon, voilà. Effectivement, c'est vrai que quand je viens, on s'occupe un peu égoïstement de juste chacun notre petit truc à faire avancer. Et c'est aussi ce qui est compliqué, c'est que les personnes qui sont concernées par la loi, par définition, souvent sont déjà très bien pressées par le fait de trouver l'équilibre pour pouvoir vivre, parfois aussi de devoir se battre pour ses droits. C'est aussi le cas parfois. Et donc, c'est compliqué de s'engager. C'est un sujet que vous arrivez à aborder, ce sujet avec vos proches, vos amis, votre famille, le fait qu'il y ait ce débat aussi dans l'espace public, est-ce que ça aide à parler de ce sujet qui est souvent tabou, hein? Moi, j'ai parlé avec mes proches, mes amis, tout ça, par exemple, de ce que c'était les soins palliatifs et de ce qu'on peut avoir comme idée reçue quelques mois après mon entrée en soins palliatifs, sans lien avec le débat, enfin juste parce que pour moi c'était le moment, c'était mûr. C'est ce que vous viviez à l'époque. J'ai mis un peu de temps quand même, parce qu'il faut toujours un peu de temps pour intégrer les choses. C'est tellement intime que c'est compliqué d'en parler dans la foulée, quoi. Bien sûr. Mais voilà, j'ai la chance d'avoir des parents, des proches qui sont respectueux à la fois du temps que je mets à pouvoir parler des choses et en même temps très disponibles pour le temps où je suis prête à en parler. Donc, de cette manière, heureusement, on a eu ces espaces de parole avant qu'ils soient juste sur la question politique, parce que avant d'être une question politique, c'est une question intime. Voilà. Maintenant, effectivement, le fait qu'il y ait les lois, enfin, qu'il y ait le débat parlementaire depuis le printemps dernier, a redonné des occasions d'en parler de manière plus globale, on va dire ça comme ça. Mais c'était déjà le cas avant. C'est des échanges qui sont importants pour vous ? Pour moi, oui, c'est des échanges qui sont importants. À la fois, ne serait-ce que pour aider à connaître ce que c'est les soins palliatifs, aider à faire prendre conscience que oui, c'est peut-être important de se renseigner sur ce que c'est la loi actuelle, c'est-à-dire la loi Claes-Leonetti, ce qu'elle permet, les directives anticipées, tout ce qui est possible, parce que ça nous concerne tous, en fait. Exactement. Exactement. Ça nous concerne tous, soit par nos proches, soit par notre chemin de vie, et qu'on n'aime pas trop s'y confronter à cette question. Mais en fait, c'est important. Vous allez évidemment suivre les débats Oui, je vais essayer, au milieu des autres choses de ma vie, mais je vais essayer de suivre notamment le vote au Sénat des 2 lois demain, sur les soins palliatifs et sur l'aide à mourir. Puis après, on verra ce qui se passera à l'Assemblée nationale. Voilà, des débats, un retour de ces lois qui devrait avoir lieu à la mi-février à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Clémence Pasquier d'être venue sur le plateau de Point de Vue, nous faire écouter, nous faire partager ce que vous vivez. Ce soir, 2 rendez-vous à ne pas manquer sur le Figaro TV, le documentaire à 20h30, écrit par Laurence de Charette, le documentaire Ensemble,
est réalisé par Nathalie Ruche, et une plongée dans un centre de soins palliatifs unique en son genre. C'est la Maison à Gardanne et c'est dans les Bouches-du-Rhône. Et puis ce sera suivi à 21h30 de la rediffusion du club ID mené par Eugénie Bastier, consacré à ce débat sur la fin de vie et avec Michel Houellebecq comme invité exceptionnel. Point de vue, c'est fini. Merci de votre fidélité. À demain.